Je m'appelle Camille. Si quelqu'un m'avait dit il y a 5 ans que ma vie allait tourner au drame, je lui aurais probablement ri au nez. À l'époque, je vivais dans un magnifique appartement du 7e arrondissement de Paris, vous savez, l'un de ces appartements dont les fenêtres donnent sur les lumières de la Tour Eiffel, où chaque recoin est décoré avec des objets de luxe. Ma vie était un rêve. Mon mari Antoine, originaire de Lyon, s'était fait une place incontournable dans le monde de la finance parisienne. C'était un homme charismatique, beau et qui m'adorait. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais aussi une sœur, Chloé, ma petite sœur, ma chair et mon sang. Elle avait 3 ans de moins que moi, mais nous étions comme des jumelles. Nous partagions nos secrets, nous nous confions nos soucis. Elle était ma meilleure amie. Et bien sûr, le centre de notre vie, notre fils Léo, âgé de 5 ans. Il était la touche la plus lumineuse de ce tableau parfait. Vu de l'extérieur, la famille Rousseau menait une vie enviable. Vacances de luxe, restaurants chers, prestige dans notre cercle social. J'avais tout. Ou du moins, c'est ce qu'on voulait me faire croire. C'était le genre de vie dont tout le monde rêve. Un piège parfait. Avant de plonger dans les profondeurs de cette incroyable histoire, prenez une seconde pour vérifier si vous êtes abonné à notre chaîne. Si vous aimez les histoires de trahison, de justice et de renaissance, vous êtes au bon endroit. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire, de Paris à Lyon, voire de l'autre côté de l'océan. Savoir où vous êtes nous donne de la force. Tout a commencé 3 jours avant la fête d'anniversaire des 6 ans de Léo. Un mardi pluvieux, Antoine devait assister à une importante réunion de fusion dans son bureau de la Défense. Chloé, comme d'habitude, avait dit qu'elle allait se faire plaisir, dans ses boutiques préférées du Marais. Quant à moi, après avoir discuté des derniers détails de la fête avec l'agence événementielle, j'avais quitté plus tôt la petite galerie d'art où je travaille. J'allais chercher Léo à l'école et lui faire une surprise. Madame Dubois, la concierge de notre immeuble, m'accueillit comme d'habitude avec un sourire chaleureux. « Bonjour Madame Rousseau, vous êtes en avance aujourd'hui. » En prenant l'ascenseur pour monter à notre appartement mansardé, je ressentais un étrange malaise. C'était peut-être dû au temps gris. Paris pouvait être aussi mélancolique que magnifique. J'ai ouvert la porte sans bruit. Dès que j'ai posé le pied sur le paillasson brodé des initiales LVR, j'ai senti que quelque chose n'allait pas dans la maison. Il n'y avait pas les cris joyeux de Léo, ce qui était normal. Mais il n'y avait pas non plus de silence. Des bruits étouffés provenaient du bureau d'Antoine, qui était normalement fermé à clé. Ma première pensée fut qu'Antoine avait annulé sa réunion et était rentré à la maison. Il était peut-être au téléphone. Mais j'entendis alors une deuxième voix. Une voix féminine familière qui gloussait. Intriguée, j'avançai dans le couloir en essayant de ne pas faire de bruit sur le parquet. La seule chose qui me vint à l'esprit à ce moment-là, c'était qu'Antoine avait peut-être rencontré un clown ou un magicien secret pour la fête de Léo. Comme j'étais naïve. Les voix sont devenues plus claires à mesure que je m'approchais de la lourde porte en bois. Et c'était la voix de Chloé, ma sœur. Pourquoi était-elle dans le bureau d'Antoine? Puis j'ai entendu la voix d'Antoine. Elle était différente du ton affectueux qu'il utilisait au téléphone. Elle était plus moqueuse, plus arrogante. Camille est tellement naïve, m'a dit Antoine. Elle ne se rendra compte de rien, ni quand on obtiendra la garde de Léo, ni quand on s'emparera de sa petite part dans l'entreprise. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Des parts. Quelle part? La voix de Chloé retentit. Cette voix que je croyais douce et innocente était désormais venimeuse. Ma sœur a toujours été comme ça, Antoine. Elle a investi son intelligence dans ces stupides fantasmes de famille heureuse plutôt que dans l'argent. Elle n'a même pas conscience de la valeur actuelle de l'investissement technologique que mon grand-père lui a légué il y a des années. Quelle idiote! Nous allons récupérer chaque centime de cet argent. Je me suis arrêtée. J'ai retenu mon souffle, l'investissement de mon grand-père. Mon seul secret, mon fonds d'urgence que je gardais au cas où quelque chose de grave arriverait. Antoine a ri. Sans toi, je n'aurais jamais su que cet argent existait, ma chérie. Quand nous aurons complètement ruiné Camille financièrement, Léo et moi pourrons commencer une nouvelle vie à Marseille. Quand il n'aura plus un sou. Ce que j'entendais me glaçait le sang. Je n'ai pas poussé la porte. Je n'ai pas crié. Je suis restée figée là où j'étais, sur ce tapis iranien hors de prix. Je n'ai pas senti mon cœur se briser. Non, c'était autre chose. À cet instant, le monde s'est arrêté. Un sifflement aigu a retenti dans mes oreilles. Une lourdeur glaciale s'est abattue sur ma poitrine. Je n'avais pas de larmes.
Je n'avais pas peur. Juste une colère pure, intense et froide, ce n'était pas une trahison. C'était l'aveu de ma stupidité, de mon aveuglement. Et c'était leur guerre. Là, lentement, je me suis retirée aussi silencieusement que j'étais venue. Je me suis éloignée de la porte du bureau et je suis retournée dans l'entrée. J'ai ouvert doucement la porte de l'appartement et je suis sortie. Ma main ne tremblait pas lorsque j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Je descendis. Je saluai Madame Dubois d'un signe de tête. Elle ne savait pas ce que je pensais à ce moment-là. Elle ne remarqua pas à quel point mon visage était pâle. Lorsque j'ai mis le pied dans la rue pluvieuse de Paris, je n'étais plus cette femme parfaite qui vivait dans le 7e arrondissement, j'étais Camille. Et j'étais une femme sur le point de tout perdre. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient. Mon grand-père ne m'avait pas seulement laissé cet investissement. Il m'avait aussi légué sa ténacité et son intelligence. Le jeu ne faisait que commencer. Et j'étais prête à tout pour le gagner. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché dans les rues de Paris sur ces trottoirs gris et humides. La pluie tombait en fine pluie, mouillant les épaules de mon manteau coûteux, mais je ne sentais pas le froid. Le noyau de glace en moi m'avait isolée du monde extérieur. En marchant sur les quais menant à Saint-Michel, je passais comme un fantôme parmi les touristes et les Parisiens pressés. Mon esprit ne pleurait pas. Mon esprit ne faisait pas son deuil. Mon esprit était en train d'élaborer le plan le plus complexe de ma vie. Camille est tellement naïve. La voix d'Antoine résonnait dans mes oreilles. Elle a investi son intelligence non pas dans l'argent, mais dans ses stupides fantasmes de famille heureuse. Le rire venimeux de Chloé, ils avaient raison. Jusqu'à présent, ils avaient raison. La première chose à faire était de m'occuper de Léo, mon fils. Je devais aller le chercher à l'école. Mais avant de retourner dans cet appartement infernal, avant de mettre les pieds dans cette pièce imprégnée de l'odeur de la trahison, je devais savoir exactement où j'en étais. Ils avaient parlé de l'investissement laissé par mon grand-père. Chloé était au courant. Bon sang, c'était ma faute. Des années auparavant, dans un moment de faiblesse, j'avais laissé échapper. Mon grand-père m'a laissé un petit fonds pour les jours pluvieux. À l'époque, c'était une somme modeste, même selon les standards parisiens. Il s'agissait d'un investissement dans une start-up technologique inconnue basée à Toulouse. Le projet fou de mon grand-père. Mais les projets fous de mon grand-père étaient généralement géniaux. Je me suis précipitée dans un bureau de tabac. J'ai acheté un téléphone à carte prépayée et une nouvelle carte SIM. Je ne pouvais pas toucher à mon propre téléphone. Antoine s'y connaissait beaucoup mieux que moi en technologie. Qui sait quel programme de surveillance il avait installé? Je me suis assis dans un petit café bondé au coin de la rue. J'ai commandé un café crème, mais je n'y ai pas touché. J'ai allumé le nouveau téléphone et composé un seul numéro. Un numéro que je n'avais pas appelé depuis le décès de mon grand-père, soit depuis près de 15 ans, le numéro du notaire de mon grand-père, Maître Blanchard. Le téléphone a sonné 3 fois. J'ai dit à sa secrétaire « Je suis Camille Rousseau. C'est au sujet du testament de mon grand-père Édouard. » L'urgence dans ma voix a suffi pour qu'on me mette directement en relation avec le vieux notaire. « Maître Blanchard », ai-je dit, essoufflé. Le fonds technologique de mon grand-père. Innovation du Sud, qu'est-il devenu? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre Blanchard feuilleter des papiers. « Mais passe pour au béninaise pont au revers, mademoiselle Camille », dit-il d'une voix bienveillante mais sérieuse. J'attendais votre appel. Ce petit investissement n'est plus si petit. Ces paroles ont couvert le bruit du café. Cette petite entreprise avait explosé au cours des 5 dernières années. Marché public, brevets internationaux. Quelle est sa valeur exacte, maître? Demandai-je, la voix tremblante. Il m'a donné un chiffre. J'ai dégluti. Puis il a répété le chiffre. L'argent qu'Antoine et Chloé avaient tenté de voler représentait 100 fois plus que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement l'équivalent d'un appartement ou d'une voiture de luxe. C'était une somme suffisante pour bâtir un empire, acheter non pas une vie, mais un nom de famille. Alors qu'ils prévoyaient de voler 50 000 €, ils avaient en fait trouvé la carte d'un trésor de 50 millions d'euros. Et leur stupidité était de ne pas connaître la valeur réelle de ce trésor. Et ajouta Maître Blanchard, « Votre grand-père était un homme très intelligent. L'investissement a été effectué en votre nom, avant votre mariage, dans le cadre d'une fondation privée basée au Luxembourg. Votre mari n'a légalement aucun droit de réclamer un seul centime, à moins, bien sûr, que vous ne lui accordiez ce droit. » Je me suis souvenu des paroles de Chloé. En prenant possession de ses parts, leur plan était donc de me tromper pour que je transfère ces actifs sur un compte contrôlé par Antoine. Ils allaient me forcer à leur remettre ma fortune de mes propres mains. Je les ai remerciés et j'ai raccroché.
Je savais désormais ce que j'allais faire. Ce ne serait pas un simple divorce. Ce serait une guerre. Et j'avais trouvé trouvé mon arsenal. Mon deuxième appel téléphonique fut pour l'avocate spécialisée en divorce la plus impitoyable et la plus chère de Paris. J'avais entendu parler d'elle par une amie qui avait vécu un divorce scandaleux quelques années auparavant. Maître Valérie Leroy, on disait d'elle, ce n'est pas une avocate, c'est une chirurgienne. Elle enlève les sentiments et ne laisse que les os. C'était exactement la personne dont j'avais besoin. Je me suis rendue sans rendez-vous au cabinet de Maître Leroy, dans le 8e arrondissement, en moins d'une demi-heure. Le gardien a tenté de m'arrêter, mais j'ai dit à sa secrétaire « Dites-lui que Maître Blanchard m'envoie et qu'il s'agit d'une affaire de protection d'actifs de 50 millions d'euros. » Les portes se sont immédiatement ouvertes. Maître Leroy était une femme vêtue d'un tailleur noir, aux yeux bleus glacial. Elle a écouté mon histoire pendant 10 minutes sans m'interrompre. Elle s'est contentée d'écouter. Quand j'ai eu fini, elle m'a dit « Je comprends. Nous avons 2 objectifs. Le premier est d'obtenir la garde exclusive de votre fils Léo. Le second est de prouver le complot ourdi contre vous par votre mari et votre sœur, c'est-à-dire la tentative d'escroquerie organisée. Le divorce ne sera qu'une conséquence juridique de cette procédure. Que dois-je faire ? Ai-je demandé. Rien, m'a-t-il répondu en me regardant droit dans les yeux. Ce soir, vous rentrerez chez vous, Madame Rousseau. Vous irez chercher votre fils à l'école. Vous sourirez à votre mari. Vous embrasserez votre frère. Vous ne leur laisserez rien paraître, pas même le moindre soupçon. Demain, c'est l'anniversaire de Léo, n'est-ce pas ? Vous fêterez cette fête comme si c'était le plus beau jour de votre vie. J'avais la nausée. Je ne peux pas faire ça. Vous le pouvez, dit Maître Leroy, parce que vous n'êtes plus une épouse innocente. Vous êtes une chasseuse qui tend un piège. J'ai besoin que vous jouiez le rôle de la stupide Camille, jusqu'à ce que nous ayons réuni toutes les preuves. Leur arrogance sera notre meilleure arme. Maintenant, allez-y, et mettez votre masque. Quand je suis sortie du bureau, la pluie avait cessé. J'ai mis mon masque. Je suis allée chercher Léo à l'école et je l'ai serré très fort dans mes bras. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, Antoine était dans le salon. « Tu es en retard, ma chérie », m'a-t-il dit en essayant de m'embrasser sur la joue. Je ne me suis pas écartée. J'ai souri. Il y avait beaucoup de circulation, mon amour. Il m'a regardé dans les yeux et n'a rien vu. Il ne pouvait rien voir. Parce que l'ancienne Camille était morte ce jour-là dans ce couloir. Le lendemain, notre appartement mansardé du 7e arrondissement s'était transformé en paradis pour enfants, pour le 6e anniversaire de Léo. La société d'événementiel la plus chère de Paris avait transformé le salon en bateau pirate. Il y avait des ballons, des magiciens et tous les enfants des familles importantes de l'école de Léo. Vu de l'extérieur, on aurait pu penser que Madame Rousseau était à nouveau une parfaite maîtresse de maison. J'avais mis mon masque, je souriais. Je plaisantais avec les invités, j'aidais Léo à ouvrir ses cadeaux. Mais chaque sourire était un effort qui me faisait mal aux muscles du visage. Chaque rire n'était qu'un voile cachant la colère glaciale qui m'habitait. Chloé était bien sûr présente. Elle avait endossé le rôle de assistante hôtesse de la fête. « Ma sœur, tu es formidable !» s'exclama-t-elle en passant son bras autour de ma taille. « Tu as tout si bien pensé. » J'ai senti mon estomac se nouer. Son contact me brûlait la peau. J'avais envie de reculer, de la gifler, de lui crier « Je sais tout !» Mais je me suis souvenu des paroles de Maître Leroy. « Vous êtes un chasseur qui tend des pièges. Leur arrogance sera notre meilleure arme. » J'ai souri. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, Chloé. Je suis heureux que tu sois là. » Ses yeux brillaient. Ce n'était pas l'éclat de l'amour. C'était l'éclat d'un chasseur qui pense avoir acculé sa proie. Elle regarda Antoine, le père parfait, à l'autre bout de la salle. Antoine, une coupe de champagne à la main, discutait de la bourse avec les autres pères. Leurs regards se croisèrent. Dans cet instant, je vis toute l'approbation de l'alliance répugnante qu'ils avaient conclue à mon sujet. Ils manipulaient si bien cette idiote de Camille. La première phase du plan a commencé au milieu de la fête. Maître Leroy, comme promis, avait organisé une opération chirurgicale. Parmi l'équipe de l'agence événementielle, il y avait un homme sérieux, muni d'une trousse à outils et équipé d'un casque audio. Pendant que les autres arrangeaient les ballons, il se comportait comme le responsable technique de la nouvelle station de jeux vidéo. Installé dans la chambre de Léo, cet homme faisait partie de l'équipe de Maître Leroy. C'était un ancien technicien de la Direction générale de la sécurité extérieure française. Je devais le diriger vers le bureau d'Antoine, c'est-à-dire vers le cœur de la trahison. Antoine et Chloé étaient occupés à apporter l'énorme gâteau de Léo, et j'ai fait signe au technicien que c'était le moment. Rapidement,
j'ai accidentellement renversé le verre de jus de fruits tenu par l'enfant d'un des invités. Un petit moment de crise. Oh, pardon, je vais nettoyer tout de suite. Alors que toute l'attention était tournée vers moi et la tache rouge sur le sol. Le technicien s'est glissé comme un fantôme dans le couloir et s'est faufilé dans le bureau d'Antoine. Il avait 2 minutes. Seulement 2 minutes, Antoine a ri. « Camille, tu es tellement maladroite !» Laisse les assistants s'en occuper. Chloé a ajouté d'une voix faussement inquiète. Elle est toujours distraite ces derniers temps, je leur souris. Vous avez raison. Je crois que je suis un peu fatiguée. À ce moment-là, le technicien sortit de la pièce. Il ajusta le sac qu'il tenait à la main et se mêla à la foule des invités. Nos regards se croisèrent. Il hocha légèrement la tête. Le nid est prêt. Le nid était prêt. Sous le bureau d'Antoine, dans un faux livre de la bibliothèque et dans le vide sanitaire, les appareils d'écoute et les micro-caméras les plus sophistiqués de Paris avaient été installés. Cette pièce n'était plus un bureau, mais une salle d'interrogatoire. La fête était terminée. Les invités étaient partis. Léo s'était retiré dans sa chambre avec ses nouveaux jouets. Et comme je m'y attendais, Chloé est restée sous prétexte de m'aider à ranger la maison. C'était leur rituel. Une fois Léo couché, il s'asseyait pour discuter avec moi. Antoine a ouvert l'une de ses bouteilles les plus chères, un Saint-Émilion. Il a rempli les verres. « C'était une journée formidable, n'est-ce pas ?» a-t-il dit en s'affalant dans le fauteuil du salon. Chloé s'est assise à côté de moi et a posé sa main sur mon genou. « Ma sœur, nous voulions te parler de quelque chose. Antoine est inquiet lui aussi. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Ça y est, c'est parti. » Les caméras tournaient. Inquiet ? À propos de quoi ? Ai-je demandé d'un ton aussi innocent que possible. Antoine se pencha en avant. Il adopta une attitude sérieuse, celle du chef de famille. « Ma chérie, notre situation financière. » « Enfin, ta situation financière, ce petit fonds d'investissement que ton grand-père t'a laissé. Innovation du Sud, c'est ça ? Il connaissait son nom ? Oui, ai-je répondu. Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Camille, dit Antoine avec une patience pédagogique. Cet argent reste là, sans rien faire. Il ne prend pas de valeur, il fond sous l'effet de l'inflation. Que peut faire cette petite entreprise de Toulouse ? Il est temps de confier cet argent à des professionnels. Chloé intervint. Antoine a raison, ma sœur. Tu devrais transférer cet argent dans le fonds principal géré par Antoine. Pour l'avenir de Léo, il peut te le multiplier par 10. N'est-ce pas, Antoine ? Au moins, dit Antoine, rayonnant d'arrogance. Mais il te suffit d'accéder à ce compte fiduciaire au Luxembourg et de transférer l'argent sur le compte que je t'indiquerai. Je te préparerai les papiers. Nous signerons lundi. C'était donc ça. Une escroquerie organisée. Ils me manipulaient pour que je transfère moi-même 50 millions d'euros sur leur compte. Et ils pensaient que je ne connaissais pas la valeur réelle de cet argent, mais j'ai hésité. Ils prévoyaient de voler 50 000 euros, avais-je pensé. Mais maintenant, ils pourraient multiplier cette somme par 10. Peut-être le savaient-ils. Peut-être que Chloé en savait plus que je ne le pensais. J'ai cligné des yeux. J'ai joué le rôle de la petite épouse effrayée et confuse. Je ne comprends rien à la finance, Antoine. Je te fais confiance. Mais est-ce légal ? Le testament de mon grand-père. Antoine a ri. C'était un rire méprisant, dégoûtant. Ne t'inquiète pas, ma belle. On va tout rendre légal. Ne te fatigue pas ta petite tête avec ces détails. Il s'est levé, s'est approché de moi et m'a embrassé sur le front. Chloé m'a embrassé sur l'autre joue. C'était comme être embrassé par un serpent des deux côtés. Repose-toi maintenant, dit Chloé. Lundi sera le premier jour de ta nouvelle vie. Quand elles sont sorties de la pièce, j'ai regardé le verre que je tenais à la main. Tu as raison, murmurai-je dans le salon vide. Lundi, mais ce sera le début de ma nouvelle vie. Et la fin de la vôtre. Ce soir-là, j'envoyai un seul message à Maître Leroy depuis mon téléphone à carte. L'appât a été lancé. Lundi, le premier jour de ma nouvelle vie, ou selon leurs propres termes, le début de ma fin. Mais avant d'arriver à ce lundi, je devais passer tout le dimanche. Le dimanche matin, je me suis réveillée pour le dernier petit déjeuner en famille. Antoine, encore grisé par la victoire de la veille, était incroyablement joyeux. « Allez, viens » a-t-il dit. « On emmène Léo au jardin du Luxembourg. On fera faire un tour de poney aux enfants, puis on ira prendre un bon brunch. Chloé s'est jointe à nous. » Excellente idée, beau-frère. Nous avons marché ensemble. Dans le calme légendaire des dimanches matins parisiens, nous formions une famille parfaite, main dans la main, souriante.
Chloé tenait la main de Léo. Antoine avait passé son bras autour de mes épaules. Le dernier acte de l'orgueil se jouait. Il me noyait d'amour, comme un agneau engraissé avant l'abattage. Après la fête, j'ai envie de me reposer un peu. Ne leur ai-je dit, épuisée. Ce soir, je vais me préparer un bain moussant. Je devrais peut-être chercher une nouvelle nounou dans les agences pour s'occuper de Léo. Antoine et Chloé se regardèrent. Cela cadrait parfaitement avec leur plan. Pendant que je m'occupais de choses duplement stupides pour Klimas, et ils pourraient se retrouver seuls pour discuter des derniers détails. Excellente idée, ma chérie, m'a dit Antoine. Tu mérites de te reposer. Dans l'après-midi, comme prévu, je me suis retirée dans ma chambre sous prétexte d'une violente migraine. Je m'étais assurée que la pièce avait été nettoyée par le technicien. S'il te plaît, dis-je à Antoine, je ne supporte pas la lumière. Occupe-toi de Léo avec la nounou. Je veux juste dormir. J'ai verrouillé la porte. J'ai mis dans mes oreilles les petits écouteurs couleur chair que m'avait donné le technicien de Maître Leroy. L'appareil était relié au micro installé dans le bureau. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. J'ai attendu. 1 heure plus tard, comme je m'y attendais, j'ai entendu la porte du bureau s'ouvrir. « Il dort ?» C'était Chloé qui murmurait. « Comme un bébé !» n'a répondu Antoine. « Il a une migraine. Il ferait bien de reprendre des forces avant la signature de lundi. » Nounou a emmené Léo au parc. Nous sommes seuls. J'ai entendu le bruit d'un verre qui se remplissait. Probablement avec ce cognac hors de prix acheté avec mon argent. « Je n'arrive toujours pas à y croire, Antoine, » dit Chloé. « Je ne pensais pas que ce serait aussi facile. » Est-elle vraiment aussi stupide ? Antoine a ri. Son rire arrogant et sans cœur a résonné dans mon oreillette. Je te l'ai dit, ma chérie. Camille est telle qu'elle apparaît, naïve. Elle ne sait même pas que l'investissement stupide de son grand-père vaut aujourd'hui 50 millions d'euros. Ils étaient donc au courant. Ils connaissaient ta valeur exacte. Chloé continua. J'ai demandé à un vieil ami à Toulouse de vérifier. L'entreprise a explosé grâce à ses brevets en intelligence artificielle. Et ma sœur ? Cette idiote de sœur était assise sur un trésor. Et maintenant, ce trésor sera à nous, dit Antoine. Le faux compte ouvert au nom de Rousseau Innovation SA. Au Panama est prêt, les papiers sont en règle. Panama, une fausse société. C'était beaucoup plus grave que je ne le pensais. Mais ensuite, la phrase suivante m'a glacé le sang. C'est ma partie préférée, dit Antoine sans cacher sa joie. Dès que Camille aura signé, l'argent sera transféré du Luxembourg au Panama. Mardi matin, pendant que Léo et moi serons dans l'avion pour Marseille, je m'arrêtai. Léo, allait-il aussi kidnapper mon fils ? Chloé intervint. Et Camille, elle ne va pas appeler la police quand elle s'apercevra du transfert ? C'est là tout le génie du plan, Chloé, répondit Antoine. Elle n'appellera pas, parce qu'elle ne pourra pas appeler. Les documents qu'elle va signer ne sont pas seulement un ordre de transfert. C'est aussi une fausse confession dans laquelle elle reconnaît avoir détourné tous les actifs de la fondation. Dès que l'argent aura été transféré, j'appellerai anonymement la brigade financière de la banque. Quand la police arrivera dans cet appartement, nous serons déjà partis. Et tu sais ce qu'ils trouveront ? Silence. Des preuves qu'elle a volé sa propre fondation, abandonné son mari et son enfant, et fui le pays avec des millions d'euros. Camille Rousseau sera recherchée dans toute l'Europe. Quand ils la trouveront, elle passera des années en prison. Quant à nous, nous serons dans les Caraïbes, en train de profiter de notre nouvelle vie avec son argent. J'ai retiré mon oreillette. J'ai couvert ma bouche de mes mains tremblantes. Ce n'était pas seulement un vol. C'était un assassinat. Il ne prévoyait pas seulement de me voler. Il prévoyait de me détruire, de salir mon nom, de m'enlever mon fils et de me faire emprisonner. Vous savez, dans de tels moments, certaines personnes pleurent. D'autres font une crise de nerfs. D'autres encore jurent de se venger. Moi, j'ai simplement respiré. En écoutant cette histoire, vous vous demandez peut-être ce que vous auriez fait à ma place. Face à un plan aussi terrible, quelle voie auriez-vous choisi ? Vous cacher ou vous battre ? Partagez votre avis dans les commentaires, car la décision que j'ai prise à ce moment-là allait déterminer le reste de ma vie. Je n'ai pas pleuré. Le noyau de glace qui était en moi s'était transformé en iceberg. J'ai appuyé sur le bouton de l'enregistreur spécial fourni par le technicien. Toute la conversation avait été enregistrée avec une clarté cristalline. J'ai sorti mon téléphone à carte. J'ai appelé Maître Leroy. « Madame Rousseau ? Y a-t-il un problème ? » ?»« Non, maître, » ai-je répondu d'une voix étonnamment calme. « Il n'y a aucun problème. Au contraire, nous avons remporté une victoire. Je vais vous envoyer un fichier audio dans un instant. Je pense que nous pouvons appeler cela
Une tentative d'escroquerie en bande organisée. Et je pense que l'affaire de garde vient d'être résolue. Il y eut un silence. Puis j'entendis le Roy expirer. Mon Dieu, ils sont encore meilleurs que je ne le pensais. Ou encore plus stupides. Que faisons-nous maintenant ? Demandai-je. Lundi. Lundi, dit maître Leroy d'une voix déterminée. Le plan a changé. Vous irez chez ce notaire. J'appellerai aussi le notaire de votre grand-père, maître Blanchard. Nous jouerons la comédie jusqu'au bout. Mais quand le rideau tombera, nous serons seuls sur scène. Lundi matin, 9h. Le soleil perçait à peine à travers les nuages gris plombés de Paris. Le silence qui régnait dans notre appartement était celui qui précède un orage électrique. Léo, accompagné de Nounou, avait déjà quitté la maison sous prétexte d'une sortie scolaire et avait été conduit dans un centre pédagogique sécurisé organisé par maître Leroy. Il était en sécurité. C'était la seule chose qui m'importait. Même si je n'avais pas dormi depuis 12 heures, je m'habillais avec un calme surprenant. Je mis une robe bleue, simple, une robe de victime. Le dernier costume de la pure et innocente Camille. Antoine avait revêtu l'un de ses coûteux costumes italiens pour se rendre à son bureau à la Défense. Il était tellement sûr de sa victoire que le sourire ne quittait pas son visage. Chloé était là aussi. Elle était venue pour soutenir ma sœur. Elle portait une robe rouge moulante, probablement achetée avec mon argent. Tel un vautour, elle attendait que le festin commence. « Tu es prête, ma chérie ?» demanda Antoine en agitant le sac en cuir brillant qu'il tenait à la main. « Je crois », répondis-je d'une voix tremblante. « Je suis encore un peu nerveuse. » Et si quelque chose tournait mal ? Chloé s'approcha de moi et me caressa le bras avec une fausse tendresse. « Tout ira bien, ma grande. Antoine a tout prévu. C'est la meilleure solution pour ta famille. » La famille, ce mot me donnait la nausée. En bas, la luxueuse voiture avec chauffeur d'Antoine nous attendait. Je suis restée silencieuse pendant tout le trajet. Eux, sans se soucier que je puisse les entendre, chuchotaient à propos des investissements qu'ils allaient faire dès qu'ils auraient reçu l'argent. Un yacht à Marseille, une villa à La Réunion. Ils étaient tellement arrogants qu'ils ne remarquèrent pas que je restais assise dans le silence, les oreilles remplies de l'enregistrement de cette conversation répugnante de dimanche. Contrairement à ce qu'Antoine attendait, le véhicule ne s'est pas arrêté devant l'une des tours de verre modernes du 16e arrondissement, mais devant un ancien immeuble haussmannien majestueux du 8e arrondissement. Antoine fronça les sourcils. « Pourquoi nous sommes-nous arrêtés ici ? Mon notaire n'est pas ici. »« Ah !» dis-je d'un ton aussi innocent que possible. « J'ai appelé maître Blanchard hier. Tu sais, le testament de mon grand-père. Le transfert doit être approuvé par le notaire auprès duquel la fondation est enregistrée. Ce n'est qu'une formalité. Je lui ai envoyé tes documents. » Antoine hésita un instant. Je vis le doute dans ses yeux. Mais ensuite, la cupidité l'emporta sur le doute. « Très bien, dit-il. Une formalité stupide. Qu'importe. Qu'il signe, peu importe qui. » Il fit un clin d'œil à Chloé. « Il est peut-être plus facile de traiter avec un vieil homme sénile qu'avec un avocat moderne. » Nous avons franchi l'immense porte en chêne de l'entrée. Cet endroit ne ressemblait pas aux tours de verre stériles et modernes d'Antoine. C'était le bastion de l'ancienne monnaie. L'odeur du bois ciré, les peintures à l'huile centenaire. Sur les murs et le bruit de nos talons résonnants. Sur le marbre, on nous conduisit directement dans le bureau privé de maître Blanchard. Pièce était remplie de bibliothèques allant du sol au plafond. À la tête de la table, maître Blanchard était assis, avec ses cheveux argentés et son air sérieux. « Monsieur et madame Rousseau », dit-il en se levant. « Et ma sœur Chloé », ai-je répondu. « Elle est là pour me soutenir. » « Je comprends. » Le regard de Blanchard s'attarda une seconde de plus sur Chloé. Puis il se tourna vers Antoine, mais nous n'étions pas seuls dans la pièce. Devant la fenêtre, les bras croisés, maître Valérie Leroy nous observait de ses yeux bleus d'acier. Antoine se figea en la voyant. Tous les grands financiers parisiens connaissaient maître Leroy. C'était l'avocate des requins. « Maître Leroy ?» dit Antoine, la voix tendue pour la première fois. « Et que faites-vous ici ?» Chloé était également mal à l'aise. Elle remuait nerveusement dans sa robe rouge. « Maître Leroy, dis-je calmement, est mon nouveau conseiller financier. J'ai pensé qu'il était nécessaire d'avoir un avis professionnel pour un transfert aussi important concernant la fondation de mon grand-père. » C'était un mensonge plausible. Antoine déglutit. Il ne pouvait plus faire marche arrière. « Bien sûr, dit-il en essayant de reprendre confiance. Plus il est professionnel, mieux c'est. Alors, on commence ?» Il ouvrit sa mallette. Il posa les documents panaméens sur la table. « Voici les documents, maître Blanchard, pour le transfert au nom de Rousseau Innovation SA,
Tout est en règle. Maître Blanchard prit les documents. Il les lut lentement par-dessus ses lunettes. Antoine et Chloé retenaient leur souffle en l'observant. 5 minutes qui leur parurent une éternité s'écoulèrent. Finalement, Blanchard leva la tête. « Vous avez mis en place une structure assez créative, monsieur Rousseau. » Antoine sourit. « Merci, une stratégie fiscale optimisée. »« Bien sûr, » dit Blanchard. « Camille, s'il vous plaît. » Il me tendit les documents préparés par Antoine et un stylo à plumes. C'était le moment. Les yeux d'Antoine brillaient. Chloé se rongeait les ongles d'excitation. 50 millions d'euros dépendèrent d'une signature. Je pris le stylo. J'ouvris le capuchon. Maintenant, je pose la question à tous ceux qui écoutent cette histoire. En tenant ce stylo dans votre main, en voyant ces 2 serpents vous regarder, qu'auriez-vous ressenti? Auriez-vous signé et laissé le piège se refermer sur eux? Ou bien auriez-vous cassé le stylo à ce moment-là? Car la décision que j'allais prendre allait non seulement permettre de sauver cet argent, mais aussi de rendre justice. J'ai approché le stylo du papier. Un instant, Madame Rousseau. Ving. La voix de Maître Leroy a claqué dans la pièce comme un coup de fouet. Tout le monde s'est tourné vers lui. Leroy s'est approché de la table. Il a repoussé les papiers brillants d'Antoine. Puis il a sorti de son sac un épais dossier bleu. « Je pense, dit-il d'une voix glaciale, qu'avant le transfert, nous devons régler une question plus urgente. Par exemple, ce document. » Il posa le dossier juste devant Antoine. Antoine devint livide. Chloé eut le souffle coupé, car sur la couverture du dossier, le nom d'Antoine n'apparaissait pas. Sur la couverture figurait le sceau officiel du parquet de Paris et les mots suivants: mandat d'enquête, escroquerie organisée, faux et usage de faux, et projet d'enlèvement d'enfants. Le silence qui envahit la pièce était celui d'un tombeau. Le visage d'Antoine avait perdu sa couleur saine et arrogante. Il était devenu blanc comme de la craie. Ses yeux étaient rivés sur le dossier bleu posé sur la table, sur le sceau du parquet de Paris. Chloé respirait plus rapidement, émettant des sons superficiels et paniqués. Ce n'était pas la victoire qu'elle avait imaginée en enfilant cette robe rouge. « C'est une blague », murmura Antoine. Mais sa voix avait perdu son ton autoritaire habituel. Elle était faible et tremblante. « Et c'est du bluff! Qui êtes-vous pour? Ce n'est pas légal. » Il détourna son regard de Maître Leroy pour me fixer. « Oh Camille, oui, mettez fin à cette absurdité. Dites à votre avocat d'arrêter ce jeu stupide. Il attendait toujours de moi, de Camille, l'idiote et la naïve. Que je fasse quelque chose. » D'un geste calme, je me levai de ma chaise. Je m'approchai de Maître Leroy près de la fenêtre. Nous étions désormais du même côté. « Moi ?» dis-je d'une voix étonnamment claire et froide. « Je ne fais rien, Antoine. Je ne fais que regarder. C'est ton œuvre. » Maître Leroy a parlé avec un calme glacial. « Vous bluffez, monsieur Rousseau ? » ?»« Je ne pense pas. » Il a plongé la main non pas dans le dossier bleu, mais dans son propre sac. Il en a sorti un petit enregistreur numérique noir. « Vous voulez des preuves, n'est-ce pas ? Écoutons une conversation enregistrée dimanche, vers 15h30, dans l'appartement de Madame Rousseau, dans le 7e arrondissement, c'est-à-dire chez elle. » Leroy appuya sur le bouton « Play » de l'appareil. Et à ce moment-là, leurs propres voix résonnèrent dans la pièce. Est-il vraiment aussi stupide ? La voix agaçante et moqueuse de Chloé emplit la pièce. Dès que Camille aura signé, l'argent sera transféré du Luxembourg au Panama. Mais quand ils la retrouveront, elle passera des années en prison. Quant à nous, nous profiterons de notre nouvelle vie dans les Caraïbes, avec son argent. Et la voix d'Antoine résonna contre les murs en bois massif, comme s'il avouait sa propre trahison. Chloé s'agrippa à la table en gémissant. « Non, non, éteins ça, éteins ! Tu ne peux pas faire ça !» cria Antoine en se levant d'un bond. « Tu nous as enregistrés en secret. C'est illégal. » Maître Leroy sourit. C'était un sourire terrible, victorieux. « Vous vous trompez, monsieur. En France, pour recueillir des preuves d'un délit grave, tel que l'escroquerie, les enregistrements réalisés par la victime dans sa propre propriété sont considérés par le parquet comme des éléments de preuve nouveaux. Et croyez-moi, lorsque le procureur a entendu cet enregistrement, il a été très impressionné. Surtout, ajouta Maître Blanchard, qui prit la parole pour la première fois depuis qu'il s'était assis, lorsque la conversation aborda le projet d'enlèvement à l'étranger d'un enfant mineur, à savoir Léo Rousseau, sans le consentement de sa mère. En France, cela est considéré comme une tentative d'enlèvement. À ce moment-là, Chloé s'est effondrée. « Je n'ai rien fait !» s'écria-t-elle, les larmes ruinant le fond de teint coûteux qui recouvrait son visage. « Antoine !» Tout ça, c'était l'idée d'Antoine.
Il m'a forcée. Je voulais juste prévenir ma sœur. N'est-ce pas, ma sœur? Dis-leur. Je la regardais avec dégoût. Ne m'appelle pas grande sœur. Antoine comprit qu'il était pris au piège. Son regard erra frénétiquement dans la pièce. Il cherchait un moyen de s'échapper. Mais il n'y avait aucune issue, aucune échappatoire à cette pièce, à ce château fort, à l'ancienne. Camille, dit-il, changeant cette fois le ton de sa voix. Il endossa son ancien rôle de mari. Suppliante. Ma chérie, je t'en prie. Pour Léo, pour notre fils, ne détruis pas notre famille. J'ai commis une erreur. Cette femme, Chloé, elle m'a fait perdre la tête. Je t'ai toujours aimé, tu le sais. C'était le mensonge le plus écœurant que j'avais jamais entendu. L'homme qui avait prévu de me voler mon fils utilisait maintenant le nom de mon fils comme bouclier. Je fis un pas vers lui. Notre fils? Tu considérais Léo comme une valise à emporter aux Caraïbes avec mon argent. Tu ne sais pas ce que signifie le mot « famille ». À ce moment-là, on frappa à la lourde porte en chêne de la salle de réunion. Maître Blanchard dit « Entrez ». La porte s'ouvrit. Ceux qui entrèrent n'étaient pas les secrétaires de Blanchard. C'étaient deux hommes en civil, au visage sévère. « Et police judiciaire. Antoine Rousseau ?» demanda le plus grand des deux. Sa voix était dénuée de toute émotion. Antoine se figea. « Et Chloé Durand ?» Chloé s'effondra au sol, prise d'une crise d'hystérie. « Nous devons vous emmener au quai des Orfèvres, afin de recueillir vos dépositions concernant les accusations de tentative d'escroquerie organisée, de falsification et de projet d'enlèvement d'une mineure. » C'était une arrestation. Une arrestation formulée dans le langage courtois de Paris. Les policiers s'approchèrent d'eux. Antoine se tourna vers moi dans un dernier élan. « Oh Camille, oui on t'était, pour la peut-être laissé moi. Espèce de salope! Comment peux-tu me faire ça? Je vais te détruire. Tu m'entends? Je vais te détruire. » La vulture en robe rouge était désormais réduite à l'état de loques mouillées sur le sol. « Ma sœur, je t'en prie, ne le dis pas à ma mère. » Les policiers ont fermement saisi Antoine par le bras. Ils ont aidé Chloé à se relever. Alors qu'ils les conduisaient vers la porte, Antoine continuait de crier. Juste avant de franchir la porte, je me suis retournée vers Antoine. « Ah, Antoine !» dis-je d'une voix aussi douce qu'un murmure, mais aussi tranchante qu'un morceau de glace. « Il y a encore deux petits détails que tu as mal compris. » Il s'est arrêté. Ses yeux étaient remplis de haine. Le premier concerne le fonds Innovation du Sud. Vous savez, ce petit investissement de 50 millions d'euros? Je regardais Maître Blanchard. Blanchard confirma en consultant ses documents. Ah, oui, il y a une erreur à ce sujet. La valeur de clôture du fonds hier n'était pas de 50 millions, mais de 85 millions d'euros. Il semble que les brevets d'intelligence artificielle aient encore plus de valeur que vous ne le pensiez. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent de surprise. 85 millions, deuxièmement. Ai-je poursuivi en m'adressant à sa silhouette qui s'apprêtait à franchir la porte. Le compte Rousseau Innovation SA, au Panama. Je fis signe à Maître Leroy. Leroy sortit son téléphone. « Mon avocat est en train d'appeler la banque au Luxembourg, dis-je. Sur ordre du procureur, il demande non pas le transfert de ce faux compte, mais son gel et la saisie de tout l'argent qu'il contient, c'est-à-dire tout l'argent que tu as volé, jusqu'au dernier centime. » La haine sur le visage d'Antoine fit place à une terreur pure et simple. Le jeu était terminé. Alors que les policiers l'emmenaient, je me suis simplement retournée et j'ai regardé par la fenêtre le ciel gris de Paris. Lorsque la lourde porte en chêne se referma derrière Antoine et Chloé, le tic-tac de l'horloge antique du bureau de Maître Blanchard remplit à nouveau la pièce. Mais il ne ressemblait plus à un coup de marteau, seulement à un simple bruit rappelant le passage du temps. Maître Leroy raccrocha son téléphone. « Luxembourg, dit-il, le compte a été gelé. Pas un seul euro n'est allé à la fausse société au Panama. » Maître Blanchard ferma le dossier bleu devant lui. « La police judiciaire les gardera en détention pendant au moins 48 heures. L'enregistrement audio a tellement renforcé la position du procureur qu'il leur sera pratiquement impossible d'être libérés sous caution pour risque de fuite et crime organisé. » Je me tenais devant la fenêtre, regardant le ciel gris de Paris. Il avait commencé à pleuvoir. C'était comme si la ville nettoyait la dernière trace de saleté qui me recouvrait. « C'est fini ?» murmurai-je. « Non, Madame Rousseau, » répondit Maître Leroy en s'approchant de moi. « Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Les 6 mois suivants se sont écoulés dans un brouillard. Mais ce n'était pas le brouillard de la trahison, c'était le brouillard de la reconstruction. » L'affaire fit grand bruit à Paris.
Le fait qu'Antoine Rousseau, surnommé l'enfant prodige de la Défense, ait tenté de dépouiller sa propre fondation et de faire emprisonner sa femme bouleversa tous les milieux financiers, Chloé. Ah, Chloé, la famille Durand, c'est-à-dire ma propre famille, a d'abord nié la nouvelle lorsqu'elle l'a apprise. Ma mère m'a appelée. « Camille, tu dois réparer cette terrible erreur !» s'est-elle écriée. « Oh, comment peux-tu calomnier ton frère ? Cet homme, Antoine, a dû le tromper, maman !» ai-je dit au téléphone, sans aucune émotion dans la voix. La police a des enregistrements. Des enregistrements de la voix de Chloé, dans lesquels elle dit qu'elle a hâte que je sois emprisonnée et qu'elle puisse vieillir dans les Caraïbes avec mon argent. Ma mère se tut. Elle ne m'a plus jamais rappelé. Le jour du procès, j'ai vu Chloé. La femme arrogante en robe rouge avait disparu, remplacée par une jeune fille pâle et effrayée. La défense de son avocat était pitoyable. Ma cliente est une jeune femme qui a été influencée par son beau-frère. Mais le procureur a fait rejouer l'enregistrement au tribunal. Lorsque la voix moqueuse de Chloé disant « Est-il vraiment aussi stupide ?» a résonné sous les hauts plafonds de la salle d'audience, le jury avait déjà rendu son verdict. Chloé Durand a été condamnée à 3 ans de prison pour participation à une escroquerie organisée et complicité dans un projet d'enlèvement d'enfants. 2 ans avec sursis, mais elle allait passer 1 an dans le quartier des femmes de Fleury-Mérogis. Le moment le plus marquant pour moi a été de voir le visage de ma mère lorsque le verdict a été prononcé. À cet instant, j'ai compris qu'elle me détestait. Elle me détestait parce que j'avais révélé le mensonge, parce que j'avais lavé le linge sale de la famille devant tout le monde. Et Antoine s'est battu jusqu'au bout. Il a engagé des avocats coûteux. Il a prétendu que l'enregistrement était illégal. Il a affirmé que Maître Leroy lui avait tendu un piège. Il a essayé de me faire passer pour une femme hystérique et dérangée, mais Maître Leroy avait anticipé chacun de ses coups. Il était un requin et Antoine n'était qu'une proie blessée. Antoine Rousseau a été condamné à 7 ans de prison pour escroquerie organisée, faux et usage de faux, détournement de fonds et projet d'enlèvement d'un mineur. Toutes les voies de recours ont été épuisées. De la tour de verre étincelante de la Défense à une cellule de 8 mètres carrés à la prison de la Santé, après l'audience, j'ai appelé Maître Leroy. Cet appartement, ai-je dit. Cet appartement avec vue sur l'Eiffel. Je n'en veux pas, je comprends, a-t-il répondu. Je le mets immédiatement en vente. Et l'argent qu'Antoine avait mis de côté pour le Panama, l'argent saisi, sur ordre du procureur, il a été restitué à la fondation. Et bien sûr, chaque centime transféré de ce compte d'entreprise vers vos comptes personnels a été récupéré. Ces voitures de luxe, ces montres hors de prix, tout a été vendu. La totalité du préjudice a été indemnisée. Très bien, dis-je, et les 85 millions d'euros, je veux dire ce fonds d'investissement. Il est entièrement sous votre contrôle, madame, répondit le roi. Votre grand-père savait que vous en feriez bon usage. J'ai raccroché. Je suis allée dans la chambre de mon fils Léo. Il jouait avec ses petites voitures, inconscient de toute cette agitation. Je me suis assise à côté de lui. Il m'a regardée. « Ça va, maman ?» Et à ce moment-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de trahison. Ce n'étaient pas des larmes de peur. C'étaient des larmes de libération. J'ai serré mon fils dans mes bras et j'ai laissé le dernier poison qui était en moi s'écouler. Est-ce cela, la justice, selon vous ? 7 ans de prison. 1 an de prison. Est-ce suffisant pour compenser tout ce temps perdu, toutes ces blessures causées par la trahison ? Peut-être que la justice ne réside pas dans les peines de prison, mais dans le fait d'avoir beaucoup plus que ce que l'on a perdu. Si vous étiez à ma place, trouveriez-vous ces peines suffisantes ? Ou bien la véritable vengeance ne faisait-elle que commencer ? Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, car lorsque j'ai fini de pleurer, lorsque j'ai essuyé mes yeux, je ne savais qu'une seule chose, Antoine et Chloé n'étaient qu'une note de bas de page dans mon histoire. Ma véritable histoire commençait ce jour-là, quand j'ai fini de pleurer. Assise dans la chambre de Léo, parmi ses petites voitures, j'ai pris une décision. Paris. Paris était mon stylo. Cet appartement avec vue sur l'Eiffel était ma cage dorée. Antoine et Chloé avaient perdu à jamais les clés de cette cage, mais moi non plus. Je ne resterai plus dans cette cage. Ma première décision a été de quitter Paris. Avec l'argent provenant de la vente de l'immense appartement de Maître Leroy, je me suis enfuie du luxe étouffant du 7e arrondissement. J'ai pris la main de Léo et nous avons pris le TGV. Notre destination n'était pas Lyon, ni Marseille. Ce n'était pas là où se trouvaient les regards jugements de ma mère.
nous sommes partis vers le sud, mais pas vers la Côte d'Azur, où les riches font étalage de leurs richesses. Plus à l'ouest, au cœur de l'Occitanie, près de Montpellier, dans une petite ville tranquille surplombant la mer. Là-bas, personne ne connaissait Madame Rousseau. Personne n'avait entendu parler du scandale. J'ai acheté l'ancienne maison d'un viticulteur. Une maison aux murs de pierre recouverts de vignes vierges, aux volets peints en bleu lavande, surplombant la mer. C'était tout le contraire de cet aquarium stérile qu'était Paris. Ici, la vie battait son plein. Ça sentait le sel, ça sentait le thym, point. Léo s'y est immédiatement senti chez lui. Il a commencé à fréquenter la petite école du village et s'est fait de nouveaux amis qui parlaient français avec l'accent chaud du sud. Il avait échappé à cette vie parisienne coûteuse et isolée. Pour la première fois, il se comportait comme un enfant. Et moi, j'ai consacré mes 3 premiers mois uniquement à Léo. Je l'ai déposé à l'école, je suis allée le chercher. Nous avons marché sur la plage, construit des châteaux de sable. Le soir, je lui lisais des histoires. J'essayais de rattraper le temps perdu, de retrouver l'innocence qu'Antoine et Chloé nous avaient volée. Mais cette colère froide, en moi, n'avait pas disparu. Elle s'était simplement transformée. Ce n'était plus une soif de vengeance. C'était désormais une soif de construction. 35 millions d'euros, le petit investissement de mon grand-père. Cette fortune qu'Antoine avait tenté de s'approprier sans même en comprendre la valeur. À la fin du 4e mois, sur la grande terrasse de ma nouvelle maison, face à la bleue Méditerranée, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai appelé Maître Valérie Leroy, Madame Rousseau, dit-elle d'une voix claire et précise, même au téléphone. J'espérais que vos vacances étaient terminées. Elles sont terminées, maître, ai-je répondu. Il est temps de se mettre au travail. Je vous écoute. Le fonds Innovation du Sud, ai-je dit. C'est brevet d'intelligence artificielle. Qui les gère ? Il y a actuellement un conseil d'administration, mais en tant qu'actionnaire principal ? Non, l'interrompis-je. Je ne veux pas seulement être actionnaire. Je veux le gérer entièrement. Il y eut un bref silence au téléphone. Madame, dit le roi, c'est le monde des requins de la finance à Paris, le monde d'Antoine, et même de ceux qui sont encore plus impitoyables que lui. Je sais, et répondis-je. Et la plus grande erreur d'Antoine a été de croire qu'il appartenait à ce monde. Ma plus grande erreur a été de croire que je n'appartenais pas à ce monde. Et que comptez-vous faire ? Mon grand-père avait baptisé ce fonds Innovation du Sud. C'était un visionnaire. Il voulait faire sortir l'argent de Paris pour l'amener à Marseille, Montpellier, Toulouse. Je vais mener à bien sa vision. C'est un grand jeu, Camille. J'aime les grands jeux, Valérie. J'ai appris. 2 semaines plus tard, j'étais à la réunion du conseil d'administration d'Innovation du Sud. La réunion se tenait dans l'une de ces immenses tours de verre à Marseille. Quand je suis entrée dans la salle, ils étaient tous là, des hommes aux cheveux gris, vêtus de costumes coûteux. Les clones d'Antoine. Vous auriez dû voir leur expression quand ils m'ont vue. Ils s'attendaient à voir la femme victime d'un scandale. Peut-être cette petite femme fragile qui allait toucher une petite indemnité et disparaître discrètement. Dans le sud, je me suis assise à ma place. Le premier à prendre la parole a été le président du comité d'administration, un banquier arrogant. Madame Rousseau, tout d'abord, nous vous présentons nos condoléances pour ce que vous avez vécu. Nous allons vous informer de la situation actuelle du fonds et de la vente la plus rentable de vos actions. La vente ? Ai-je dit, rompant le silence dans la pièce. Tout le monde se tut. Je ne vendrai pas mes actions, monsieur Durand. Mais, madame, ce secteur est assez technique, votre expertise. Mon expertise, dis-je en me penchant vers la table, c'est de pouvoir déterminer qu'un actif estimé à 50 millions vaut en réalité 85 millions. Et c'est un détail que même vous, les grands professionnels, n'avez pas remarqué. Un froid glacial s'est installé dans la pièce. Mon grand-père a créé ce fonds pour soutenir les petites entreprises technologiques prometteuses du sud de la France. Intelligence artificielle, biotechnologie, énergie verte, il avait vu l'avenir. Vous ne recherchiez que le profit rapide. Je me suis levée. Je ne portais plus ma robe bleue, sacrificielle. J'avais sur moi un costume sombre aux lignes épurées. À partir de maintenant, dis-je, ma voix résonnant clairement dans la grande salle de réunion, Innovation du Sud change de cap. Nous ne travaillerons plus pour servir de proie aux grandes holdings parisiennes. Nous allons bâtir notre propre empire. Nous allons doubler nos investissements. Et le siège social du fonds va déménager de ce bureau parisien hors de prix pour s'installer ici, à Marseille.
C'est de la folie, s'écria le banquier. Vous allez bouleverser le marché. Merci, monsieur, dis-je en souriant. Je vous remercie pour votre compliment. Bouleverser le marché, c'est exactement ce que j'ai prévu de faire. Maître Leroy vous transmettra les documents juridiques nécessaires. En tant que PDG d'Innovation du Sud, je déclare ouverte notre première réunion du conseil d'administration. Le jour où j'ai déclaré la guerre dans cette salle du conseil d'administration à Marseille, les hommes aux cheveux gris de Paris ont pensé qu'il s'agissait d'un bluff. Les derniers soubresauts de la veuve tragique, hystérique et temporairement riche d'Antoine Rousseau. Il leur a fallu 6 mois pour comprendre à quel point ils s'étaient trompés. J'ai fait ce que j'avais dit. J'ai transféré le siège d'Innovation du Sud du 8e arrondissement ennuyeux de Paris au cœur de Marseille, dans un tout nouveau bâtiment en verre donnant sur le port. Tous ces banquiers arrogants, clones d'Antoine, ont démissionné. Formidable, ai-je dit à Maître Leroy au téléphone. À leur place, je vais embaucher des jeunes diplômés du campus d'ingénierie aéronautique de Toulouse et de la faculté de médecine de Montpellier. Des jeunes ambitieux, la tête pleine d'idées. Je n'ai pas besoin d'hommes qui me disent « on a toujours fait comme ça ». Non, mais de femmes et d'hommes qui me disent « personne n'a jamais fait ça auparavant ». Ma première année a été une véritable guerre. Les banques parisiennes ont tenté de nous couper les vivres en déclarant notre fonds à risque. Nos concurrents ont essayé de nous voler nos meilleurs ingénieurs. Les anciens amis d'Antoine ont répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais instable, en vain. Pendant qu'il colportait Terrago, j'ai investi dans une start-up produisant de l'hydrogène vert. Pendant qu'il me méprisait, j'ai financé un laboratoire de biotechnologie utilisant l'intelligence artificielle pour diagnostiquer le cancer. En 2 ans, sous ma direction, l'héritage de 85 millions d'euros de mon grand-père s'est transformé en une puissance technologique de 250 millions d'euros. On ne m'appelait plus Camille ou Madame Rousseau. Dans la presse financière, au Monde, aux Échos, j'avais un nouveau surnom, la Reine du Sud. Cette femme à la détermination glaciale, qui refusait de jouer selon les règles de Paris. Et oui, ils avaient raison. Cette colère froide n'avait jamais disparu. Elle n'était simplement plus personnelle. Elle était professionnelle, alors, pendant que je construisais mon empire, que faisait-il? Un jour, j'ai appelé Maître Leroy pour lui demander le fameux rapport karma. De l'analyse. Depuis la terrasse de ma maison à Montpellier, en regardant Léo courir dans le jardin, j'ai demandé d'une voix professionnelle et glaciale. « Des nouvelles? De qui, Madame la Présidente ?» a répondu Leroy. Mon avocat s'adressait désormais à moi de cette manière. De Chloé. Il y eut un bref silence. Je savais que Valérie Leroy ne perdait pas son temps avec ce genre de choses, mais qu'elle faisait des recherches pour moi. Chloé Durand, dit-elle d'un ton officiel, comme si elle ouvrait un dossier. Après avoir purgé 1 an, elle a été libérée de Fleury-Mérogis pour bonne conduite, il y a 3 mois. Et, apparemment, elle a essayé de retourner chez sa famille, à Lyon. Mais votre famille ne l'a pas très bien accueillie. Je sais, ai-je répondu d'une voix glaciale. Ma mère m'a appelée 1 semaine après l'incarcération de Chloé. Je n'oublierai jamais cet appel. « Es-tu contente, Camille ?» m'avait crié ma mère. « Tu as réussi. Tu as fait la une de tous les journaux parisiens avec le nom de notre famille. Ton frère est dans cet endroit horrible à cause de toi. »« Ce n'est pas à cause de moi qu'elle est dans cet endroit horrible, maman. » avais-je répondu calmement. « Elle y est parce qu'elle a volé mon argent, kidnappé mon fils et prévu de me faire emprisonner. »« Mensonge !» avait-elle crié. « Il est la victime d'Antoine. Quant à toi, tu nous as jeté, ta propre famille, dans la gueule de ces requins d'avocats. Je n'ai plus de fille qui s'appelle Camille. » Elle m'a raccroché au nez. Depuis ce jour, je n'ai plus parlé ni à ma mère ni à mon père. Ils ont choisi de blâmer non pas la trahison, mais sa révélation, Maître Leroy a poursuivi. Ne trouvant aucun soutien auprès de sa famille, elle est retournée à Paris. Son nom a été inscrit sur la liste noire de tous les milieux financiers pour escroquerie. Personne ne lui a même donné un poste de réceptionniste. D'après les dernières informations, elle travaille comme serveuse dans un bar à Brest. Elle fait les nuits. À Marseille, Chloé rêvait des boutiques de luxe du Marais. À Brest, elle servait du café à des marins ivres par une nuit pluvieuse. Ça suffit, dis-je à Leroy. Et ma famille, la petite entreprise textile de votre père à Lyon, semble avoir survécu grâce aux investissements d'Antoine. Quand Antoine a été incarcéré, les banques ont coupé les vivres. Le mois dernier, ils ont demandé la protection contre la faillite. Ils ont mis en vente la maison de Lyon. J'ai cherché en moi un sentiment de pitié.
Je ne l'ai pas trouvé. Ils avaient fait leur choix. J'avais fait le mien. Et vous? Réfléchissez-y. Si votre famille, même après la pire trahison qui soit, restait aux côtés du coupable par simple crainte du qu'en dira-t-on, que feriez-vous? Essayeriez-vous de leur pardonner ou, comme moi, les laisseriez-vous seuls face aux conséquences de leur arrogance et de leur faiblesse? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci Valérie, ai-je dit avant de raccrocher. Le soleil se couchait. Léo est venu vers moi avec un ballon dans les mains. « Maman, attrape !» J'ai attrapé le ballon en l'air. Il avait maintenant 7 ans. Il savait qui était son père et pourquoi il était en prison. « Mon père a fait un mauvais choix, n'est-ce pas maman ?» m'avait-il demandé. « Oui, mon chéri, » m'avais-je répondu. « Un très mauvais choix. Antoine, il était à la santé où il purgeait la 3e année de sa peine de 7 ans. Il représentait toujours une menace. Mais ce n'était plus une menace qui me faisait peur. Il appartenait au passé. Léo était mon avenir. Et Innovation du Sud était mon présent. Dans cette tour de verre à Marseille, au cœur de mon empire, en regardant le soleil se coucher, je pensais au rire de Léo. Il était mon présent. Léo était mon avenir, Antoine. Il était mon passé. Un fantôme perdu au fond de la prison de la santé, purgeant une peine de 7 ans. 7 ans, pour moi, cela représentait 7 années de construction, de croissance et de conquête. Léo avait maintenant 11 ans. La paisible maison en pierre de Montpellier était toujours notre refuge, mais la puissance de la Reine du Sud s'était désormais étendue à toute la Méditerranée. L'héritage de 85 millions d'euros de mon grand-père, sous la bannière Innovation du Sud, avait désormais dépassé les 500 millions d'euros. Énergie verte, intelligence artificielle et biotechnologie. Nous ne faisions plus seulement des investissements, nous façonnions l'avenir. Cette colère froide, elle faisait désormais partie de moi. Une énergie maîtrisée, un bouclier qui me protégeait, et je savais que j'aurais besoin de ce bouclier une dernière fois. Mon téléphone a sonné. C'était maître Valérie Leroy. Pendant 7 ans, elle avait été non seulement mon avocate, mais aussi ma stratège la plus fiable. « Valérie, Madame la Présidente », dit-elle de sa voix claire. « Je voulais juste vous informer. Il est sorti de la santé aujourd'hui. » Je pris une inspiration. Ce n'était pas l'air salé de la Méditerranée que je sentais, mais l'odeur de trahison moisie qui régnait à Paris 7 ans auparavant. En bonne conduite? 7 ans exactement, Camille. Au jour près, il a tout fait pour obtenir une remise de peine, mais disons que certaines de ses activités à la santé l'en ont empêché. Quelles activités? Apparemment, il n'a pas pu se défaire de ses anciennes habitudes. Il a essayé de mettre en place un petit réseau de chantage et de contrebande à l'intérieur. Nous avons partagé cette information avec les services compétents du parquet. C'est pourquoi il a purgé 7 ans de prison. J'ai souri. C'était un sourire glacial. Donc, c'est un homme libre. Pour l'instant, oui. Mais, dit Valérie, un requin qui sort de l'eau reste un requin. Il est juste plus désespéré et plus dangereux. Soyez prudent. Je suis toujours prudent, Valérie. Merci. J'ai raccroché le téléphone. 2 jours plus tard, mon assistant est entré dans mon bureau. Il était livide, madame. Il y a un homme dans le hall. Il souhaite vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il... A-t-il dit qu'il s'appelait Antoine Rousseau? Mon assistant a secoué la tête, perplexe. Faites-le entrer, dis-je calmement. Quand il entra, la lumière éclatante du port de Marseille était derrière moi. J'étais une silhouette dans l'ombre, Antoine n'était pas lui-même. L'homme que je voyais n'était pas l'enfant chéri de la Défense. Cette année l'avait épuisé. Ses cheveux étaient tombés, son costume coûteux avait été remplacé par un vêtement bon marché, trop grand pour lui. Ses yeux n'exprimaient plus d'arrogance, mais seulement une ambition désespérée. « Camille », dit-il d'une voix chevrotante. « Antoine ?» dis-je sans me lever de ma chaise. « Que veux-tu ?»« Cet empire. Je l'ai lu dans les journaux. La Reine du Sud. » Il rit d'un air moqueur. « Ah, tu as fait tout ça avec mon argent, le voilà. Le méchant idiot !» Même 7 ans de prison ne l'avaient pas changé. Il croyait toujours que tout lui était dû. « Ton argent ?» dis-je en me calant tranquillement dans mon fauteuil. « Tu n'avais pas un seul euro, Antoine. Tu étais un voleur qui essayait de voler l'héritage de mon grand-père. »« Mensonge !» s'écria-t-il. « Cet argent était à nous deux. Nous étions mariés. Tu m'as piégé. » Cet enregistrement, cet avocat, tout cela n'était qu'un piège. « Un piège ?» dis-je. « Et planifier l'enlèvement de mon fils, essayer de faire emprisonner ta femme, escroquer celui que tu considérais comme ton meilleur ami. Ce sont tes choix, Antoine. Les miens n'étaient que les conséquences. » Il s'approcha de ma table et frappa du poing dessus. «
Rends-moi mon argent, Camille. Ich habe quoi, bien, Je veux la moitié. Dans 50 millions d'euros. Sinon j'irai voir la presse. Je raconterai tout. Comment tu m'as piégée? Comment? J'étais sur le point d'appuyer sur le bouton d'alarme. Mais cela n'a pas été nécessaire. À ce moment-là, j'ai senti que ma colère froide s'exprimait pour la dernière fois. Antoine, ai-je dit, si doucement qu'il a dû se pencher pour m'entendre. Pendant que tu étais en prison pendant 7 ans, je ne faisais pas que gagner de l'argent. En même temps, j'attendais. Il ne comprenait pas. Dès ta libération, ai-je poursuivi, Maître Leroy a ouvert un nouveau compte en ton nom, avec le peu d'argent qui restait sur le premier compte gelé au Luxembourg, seulement quelques milliers d'euros. Nous savions que tu essaierais d'accéder à ce compte dès ta libération. Son visage s'est figé. Et vous avez touché à ce compte hier, n'est-ce pas? Pour prendre un nouveau départ à Marseille? Or, ce compte était surveillé depuis 7 ans par la brigade financière. Toucher à ce compte, c'était comme un terroriste qui déclenche une bombe. Il pâlit. De plus, ai-je ajouté en me levant et en passant devant lui pour me diriger vers la fenêtre. Le petit réseau de chantage que tu as mis en place à La Santé, afin de poursuivre tes activités à l'extérieur, tu as rencontré 3 personnes à Marseille ces 2 derniers jours. 2 d'entre elles étaient recherchées par la police pour crime organisé. Je me suis retournée vers lui. Le soleil était désormais en plein sur mon visage, mais je ne clignais pas des yeux. Même si tu n'es dehors que depuis 48 heures, tu es déjà impliqué dans des crimes d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Et tout cela parce que tu es tombé dans le petit piège que j'ai tendu à cause de ta stupide arrogance. Tu es un démon, murmura-t-il. Non, et répondis-je. Je suis juste un bon élève. Toi et Chloé m'avez donné la leçon la plus précieuse qui soit, ne jamais baisser la garde. On entendit le bruit de l'ascenseur dans le hall. Ce n'est pas la police, dis-je. Ils ne sont plus nécessaires. Maître Leroy vient de remettre au procureur les documents nécessaires pour violation de liberté conditionnelle et suspicion de nouveaux délits. Je pense que ceux qui viennent te chercher sont de vieux amis. La porte s'ouvrit et 2 policiers en civil en costume entrèrent. Ils regardèrent Antoine Rousseau. « Monsieur Rousseau, dit l'un d'eux, vous devez nous suivre. » Antoine m'a regardé. Il n'y avait plus d'ambition dans ses yeux, plus d'arrogance, plus de colère. Il n'y avait plus qu'un vide. Il était la fin de mon histoire. Il était une ruine totale. Je ne les ai même pas regardés partir. Je suis retournée à mon bureau. J'ai composé le numéro de ma maison à Montpellier. « Maman ?» dit la voix de Léo. « Je suis à la maison, mon chéri. » ai-je répondu, sentant fondre le dernier morceau de glace qui restait en moi. Je serai là pour le dîner. C'était mon histoire. L'histoire de cette femme qui a découvert que sa vie parfaite à Paris n'était qu'un mensonge, qui a été détruite par la trahison de sa sœur et de son mari, mais qui s'est relevée grâce à son fils et à la force tirée de son passé. La justice a-t-elle été rendue? Était-ce cela le karma? Ou bien la justice était-elle le résultat d'un plan froid et déterminé que nous avions nous-mêmes élaboré? Merci de m'avoir accompagné dans ce long voyage. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous tendu ce dernier piège? Ou auriez-vous laissé Antoine tranquille? Et surtout, si vous voulez découvrir d'autres histoires de vengeance et d'émancipation, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Partagez votre histoire ou vos réflexions dans les commentaires. Je m'appelle Camille et je suis enfin libre.